Ce balado est une initiative des producteurs et productrices acéricoles du Québec. Financé par le Créneau acéricole et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, en partenariat avec Financement agricole Canada. L'industrie acéricole est en pleine effervescence. Ce balado s'adresse aux passionnés qui veulent tout savoir sur l'érable, de la forêt à la table. Bienvenue dans ce 3e épisode de la Station acéricole. Je m'appelle Mathieu Ligny, je suis conseiller à la vie syndicale au PEPAC. Dans cet épisode, on explore les ventes par intermédiaire. Comme producteur, productrice, vous pouvez vendre votre sirop d'érable de 3 façons différentes. À des acheteurs autorisés par l'Agence de vente des PEPAC pour le VRAC, à des consommateurs par les ventes directes à la ferme, qu'on appelle dans le jargon des VDC, des ventes directes aux consommateurs. Et finalement, en vendant vos produits à une épicerie, un dépanneur, bref, à un commerce de vente au détail, c'est ce qu'on appelle des VDI, ou les ventes par intermédiaire. Les PEPAC regroupent 13 300 acériculteurs et acéricultrices dans 8 000 entreprises. Dans ces 8 000 entreprises, il y en a 900 qui font de la vente par intermédiaire. Et de ces 900, il y en a seulement 70 dont le modèle d'affaires est uniquement basé sur les VDI. C'est un modèle d'affaires moins connu, mais l'agente à la réglementation des PEPAC, Annick Gosselin, le connaît très bien. La vente au détail par intermédiaire, c'est des produits. Puis quand on dit produits, là, ça fait référence soit à de l'eau, du sirop ou des produits transformés qui sont vendus ou qui seraient distribués dans les dépanneurs, dans les épiceries, les commerces. On fait aussi référence à des dons ou à des cadeaux corporatifs, à des ventes qui sont faites à une communauté. Puis on parle aussi de ventes qui peuvent être faites via des sites tiers, là, comme Amazon, qui, eux, vont retenir un pourcentage sur les profits. Puis évidemment, tout ce qui touche les ventes par intermédiaire, ça doit être fait en petits contenants. Donc, quand on fait référence à un petit contenant, c'est des contenants qui font au plus 5 litres ou au plus 5 kilogrammes. C'est important de noter que les acériculteurs et les acéricultrices qui font des ventes directes aux consommateurs n'ont pas besoin d'un contingent. Par contre, quand on débute comme producteur, c'est essentiel d'avoir du contingent pour faire de la vente par intermédiaire. Au PEPAC, il y a plusieurs programmes qui existent pour obtenir du contingent. Il y a Relève ou Innovation qui sont offerts annuellement. Il y a Démarrage et Agrandissement qui sont offerts périodiquement. Des programmes qui peuvent assurément vous soutenir pour lancer votre entreprise ou débuter son expansion. Un contingent de production acéricole, c'est un droit qu'on donne aux producteurs de produire un volume annuel. Pour vous donner un exemple, un producteur pourrait détenir 10 000 entailles, puis avoir un contingent de 30 000 livres. Donc, son volume autorisé serait de 30 000 livres. Quand on détient du contingent, on a 2 choix de mise en marché. Donc, la première façon, c'est de livrer en baril du sirop d'érable, soit à l'entrepôt de Laurierville, qui est l'entrepôt principal des PPAQ, ou de le faire chez un acheteur autorisé. L'autre mode de mise en marché, c'est de faire par vente au détail par intermédiaire en petits contenants. Donc, une fois que le producteur a du contingent, il va pouvoir faire ses ventes à ses clients. Puis, nous, ce qu'on demande, c'est qu'une fois par année, qui est au plus tard le 27 février de l'année d'ensuite, le producteur va devoir nous déclarer ses ventes via un registre de vente par intermédiaire. Le registre va devoir comprendre des informations importantes. Donc, ça va prendre le nom de l'acheteur ou le numéro de la facture. Ça va prendre la date des ventes, puis les quantités vendues. L'autre chose qui est importante aussi à savoir, c'est que le producteur est en obligation de garder toutes ses factures de vente, toutes ses factures d'achat de petits contenants et toutes les preuves de paiement parce que pendant 7 ans, le producteur doit être en mesure de fournir ces pièces-là. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est l'importance de garder des traces, de tenir un registre des ventes pour les producteurs qui font des ventes par intermédiaire. Jessica Boudreau-Laroche est copropriétaire de l'érable au fil du temps. Elle est passée à travers toutes les étapes réglementaires des PEPAC, du MAPAC et des grossistes pour être sur les tablettes des épiceries.
Il y a plusieurs choses qu'au début, j'avais pas pensé que c'était comme ça se passait. C'est sûr que le côté toute salubrité pour être capable de rentrer tes produits. Fait qu'au début, il faut que tu aies un permis du MAPAC en transformation. Ça, je vous dirais que c'est vraiment la base. Là. C'est comme le minimum à avoir parce que la plupart des différentes bannières demandent des audits spécialisés. Puis il faut vraiment faire un exercice de retraçabilité de tes produits et tout. Fait que, juste pour vous montrer un exemple, là, chez nous, on a une personne à l'année en contrôle de qualité, nutritionniste, qui fait que ça. Fait que c'est sa job. Fait que ça prend vraiment une capacité de production pour être en mesure d'avoir une personne à temps plein qui fait que ça. Fait que ça, c'est une première étape. Après ça, il faut que tu ailles sur GS1 Canada. Il faut que tu ailles enregistrer tes produits. Il faut que tu aies des codes barres. Tu aies des codes barres de boîte maîtresse. Fait que, tu sais, tout ça. Après ça, tu peux aller chercher d'autres logos que c'est pour valoriser ton produit encore plus. Fait qu'Aliments du Québec, puis des normes cachères et tout ce que tu peux rajouter comme logo sur ton produit pour le faire valoriser. Fait que c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Fait que tant que t'es toute prête, t'as ta liste de prix, de penser à tout ce qu'il peut avoir dans les marges, dans les programmes, dans les frais de listing, etc. Quand t'as bien réfléchi à tout ça, tu peux être prête pour aller cogner à différentes portes de bannières. Un peu comment ça se passe, on sait à peu près aux alentours de mai que tu présentes tes produits. Après ça, t'es l'été. Pas de réponse, t'attends. Le suspense est là. Fait que, dépendamment de différentes bannières, ça se passe en août, en septembre. Là, tu sais un peu si tu as la chance d'être encore là cette année. Même si tout ce chemin demande beaucoup d'investissement, de temps et d'argent, la plus grande lutte de Jessica, c'est d'arriver à intégrer ses produits sur les tablettes 12 mois par année. Notre principal enjeu dans notre modèle d'affaires, c'est la perception de la saisonnalité de notre produit. On rencontre diverses embûches quand on fait de la vente par intermédiaire de produits de l'érable. Je pourrais vous donner quelques exemples qu'on a vécu sur le terrain dans les dernières années. La gestion des retours après une saison d'érable. Comment ça se passe en magasin? Je vous dirais que les gens les gérants d'épicerie, tout ça, sont très contents de nous voir tant qu'on arrive à la saison des sucres. Puis après ça, Pâques, pendant plusieurs années, a décidé de notre chiffre d'affaires qu'on faisait. Fait que dépendamment quand Pâques tombe dans l'année. Puis après ça, la saison des sucres, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu vendes de la vinaigrette, que tu vendes du beurre d'érable ou quoi que ce soit, ils mettent tout ça dans le fin fond d'un panier, puis dans le backstore, puis ils mélangent tous tes compétiteurs ensemble, puis ils viennent chercher des produits. Et là, tu peux faire ça à 1, 2, 3 magasins, mais tu peux pas avoir un retour tant que tu es rendu à 100, 200 magasins. Puis pourquoi qu'on arrêterait de manger du beurre d'érable rendu à fin avril? C'est comme ça se passe dans les épiceries. Fait que ça, c'est une très grosse embûche qu'on a réussi à franchir, la gestion des retours, la gestion de Pâques aussi. Fait que là, à cette heure, on a des épiceries qui commencent à mettre des présentoirs au début novembre, qui nous font une place avant le temps des fêtes. Il y en a beaucoup qui ont décidé de rentrer nos produits avant la Saint-Valentin, parce que des fois, les autres saisonnalités, c'était un enjeu aussi. Après le Super Bowl aussi. Fait que tant que le Super Bowl n'est pas passé, viens pas me voir, j'ai pas le temps pour toi. La saisonnalité de nos produits, c'est stressant. On transforme l'érable sous plusieurs formes. Fait qu'on a des produits traditionnels qui sont vendus vraiment typiquement dans la saison des sucres. On parle comme exemple la tire d'érable, mais on n'a pas juste ça comme produit. Fait qu'on a des vinaigrettes. On a fait aussi des petits cornets avec fruits d'or pour faire en sorte qu'on additionne la canneberge, le bleuet, puis valoriser d'autres produits québécois aussi. Fait que c'est dur de convaincre les bannières de pas juste être saisonnier puis être annuel en épicerie. Là. C'est un combat constant qu'on fait. On dirait que j'avais pas réalisé à quel point la présence de l'érable sur nos tablettes se limite à une seule saison. Je dois pas être le seul qui veut en consommer à l'année. Au Québec, on a l'opportunité de cuisiner avec un sucre d'ici. Et pourtant, plusieurs personnes n'en profitent qu'au printemps. Il y a encore du chemin à faire pour changer les mentalités. Ça tombe bien parce que dans le prochain épisode, on parle de mythes acéricoles. On les déconstruit et on cherche à comprendre d'où viennent certaines de nos croyances.
Si vous avez aimé le balado, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rien manquer des prochains épisodes ou écoutez-les au ppaq.ca. Aimez-vous le format? Avez-vous le goût d'écouter les autres épisodes? Envoyez-nous vos commentaires, vos questions et vos suggestions à l'adresse courriel lastationacéricole@gmail.com. Je m'appelle Mathieu et je vous dis à bientôt.